Attachez vos ceintures, car vous allez plonger dans une histoire qui commence sous des lumières de discothèque, un coup de foudre, et se termine par une trahison si profonde qu'elle vous laissera bouche bée. Ce n'est pas juste une histoire d'épouse infidèle, c'est une histoire de secrets, d'amis qui plantent des couteaux dans le dos et d'un plan si glacial qu'il pourrait geler les flammes. Ma femme me trompait avec mes amis, et moi, j'étais comme à la porte, à l'extérieur. Mais ne nous précipitons pas et revenons au début. J'avais tout juste 23 ans, encore novice dans l'art de gagner un salaire décent grâce à des projets de design d'intérieur que je décrochais en ligne. Depuis mon ordinateur, je faisais quelques appels clients le matin, passais l'après-midi à esquisser des plans ou à travailler sur des rendus 3D, puis je sortais en soirée avec l'énergie qu'il me restait. Ce soir-là, des potes m'ont traîné dans un endroit appelé le Palace. C'était bruyant, bondé, ça sentait le rhum et l'eau de toilette bon marché, et les lumières clignotaient comme si elles voulaient provoquer une crise d'épilepsie. Mais au milieu de ce chaos, je l'ai vue. Sophie. Elle était là, près du bar avec deux amis, riant à une blague, la tête légèrement inclinée. Cheveux blonds tombant sur ses épaules, bouclés aux pointes. Des yeux bleus qui scintillaient à chaque flash des stroboscopes. D'habitude, je n'aborde pas les filles comme ça hors de ma portée, mais ce soir-là, quelque chose s'est déclenché. Peut-être le gin tonic qui parlait. Peut-être la façon dont elle semblait être le centre de la pièce. Je me suis approché, lui ai demandé si elle aimait la chanson qui passait. Elle a souri en coin, a dit « pas vraiment » et a pris une gorgée de son verre. Ça aurait dû s'arrêter là, mais on a commencé à parler. Puis à danser. Puis à rire. On est resté dans ce club jusqu'à ce qu'il se vide. Puis on en a rejoint un autre. Ensuite, un bistrot ouvert toute la nuit. Je ne suis rentré qu'au lever du soleil, quand les oiseaux faisaient plus de bruit que les basses des clubs. Après cette nuit, on était inséparables. Sophie avait 22 ans, disait qu'elle était entre deux jobs mais pensait à se lancer dans un projet créatif, peut-être un blog, peut-être dessiner des maillots de bain. Peu m'importait. Elle était fun, pleine de vie. On sortait dans les clubs le jeudi soir et on se retrouvait au bord de la piscine avec des cocktails le dimanche, encore dans les vêtements de la veille. Pendant 6 mois, c'était viré en voiture, nuit blanche, gueule de bois et éclat de rire. Elle passait la plupart des nuits chez moi, puis a fini par ne plus repartir. Sa brosse à dents était sur mon lavabo. Ses pulls dans mon placard. Un jour, je me suis réveillé, j'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé qu'elle avait emménagé sans qu'on en parle. Et ça semblait naturel. 1 an plus tard, je lui ai demandé de m'épouser. On faisait la queue pour des crêpes dans un petit stand qu'on adorait, ouvert tard le soir. Je n'avais pas de bague, je l'ai juste demandé après qu'elle a dit qu'on ne se lasserait jamais l'un de l'autre. Elle a cligné des yeux, m'a regardé une seconde, puis a souri et a dit « T'es sérieux ?» J'ai hoché la tête. Elle m'a embrassé là, devant tout le monde. Le lendemain matin, on a officialisé. On a acheté une bague la même semaine. On l'a annoncé à nos amis. On a organisé un mariage, plus chaotique que romantique, mais c'était nous. La cérémonie s'est tenue en extérieur, près de la plage à Biarritz. La réception était le vrai spectacle, bar ouvert, musique à fond, une piste de danse qui a à peine survécu à la nuit. Lucas et Julien, mes 2 meilleurs amis depuis l'université, ont fait les pires discours de témoins que j'ai jamais entendus, se moquant de mes vieux vêtements et disant que Sophie était ce qui m'était arrivé de mieux. Ah, c'est idiot. Et franchement, à l'époque, ils n'avaient pas tort. Sophie était rayonnante ce jour-là. Je me souviens d'elle descendant là les pieds nus, cheveux relevés avec des fleurs blanches, ses yeux fixés sur les miens. Tout le monde disait qu'on ressemblait à un couple de magazine. Jeunes, beaux, fous amoureux. En y repensant, je réalise que c'était parmi les plus beaux jours de ma vie. Et peut-être que c'est pour ça que la suite fait encore mal. Parce que je croyais en nous. Parce que quand j'ai dit « oui », je le pensais de tout mon cœur. La première année de notre mariage était tout ce dont j'avais rêvé. Je travaillais régulièrement comme designer d'intérieur en ligne, gagnant assez pour couvrir les factures, les courses, et avoir de quoi commander à manger, sortir boire un verre ou faire ce qui nous plaisait. Sophie ne travaillait pas, elle n'en avait pas besoin. Je lui avais dit qu'elle n'était pas obligée si elle n'en avait pas envie. Elle était heureuse à la maison, à ranger, à tester de nouvelles recettes, à décorer juste pour le plaisir. Et honnêtement, j'aimais cette dynamique. Les week-ends étaient toujours un événement. On sortait beaucoup au même club, même tête, même virée nocturne avec la musique à fond, fenêtres ouvertes.
Je postais des photos d'elle dans une nouvelle tenue, tournoyant dans un bar en rooftop, et mes potes commentaient toujours un truc du style « Comment t'as fait pour la séduire ?» Je plaisantais, bon éclairage et mauvais choix. Mais la deuxième année est arrivée. Lentement, comme un orage qu'on ne voit pas venir parce que le ciel est encore à moitié bleu. Ça a commencé par des petites choses. Elle était un peu plus fatiguée le matin. Je me disais qu'on sortait peut-être trop tard. Mais ensuite, elle a commencé à sortir plus souvent sans moi. Elle disait que ses copines faisaient une journée spa, un brunch, ou voulaient aller dans une boutique du centre-ville. Je ne voulais pas être le mec qui surveille chaque mouvement de sa femme. Je lui faisais confiance. Ou du moins, je voulais lui faire confiance. Mais le truc, c'est que Sophie n'avait pas beaucoup d'amis proches. Quelques filles qu'elle connaissait d'avant notre mariage, oui mais pas au point de se voir tous les 2 jours. Alors quand elle a soudainement commencé à rattraper le temps perdu, avec elle 3 ou 4 soirs par semaine, ça a éveillé des soupçons. Discret au début, mais bien présent. Puis il y a eu les nouveautés. Chaussures. Sac. Robe avec l'étiquette encore attachée. Parfum que je n'avais pas acheté, avec des odeurs que je ne connaissais pas. Je ne fouillais pas dans son placard, mais quand votre femme rentre avec quelque chose qu'elle n'avait pas la veille, et que vous êtes le seul à financer ses dépenses, ça se remarque. Elle s'absentait plus souvent. Toujours une excuse au yoga, shopping, rendez-vous avec une amie dont je n'avais jamais entendu parler. Et à chaque retour, elle était épuisée. Pas juste fatiguée d'être sortie, mais vidée d'une manière qui n'avait pas de sens. Elle a arrêté de ranger la maison. Le linge s'entassait. Elle oubliait nos courses du dimanche. L'ambiance entre nous devenait bizarre. Comme si on partageait le même espace, mais pas la même vie. Je lui proposais de passer du temps ensemble, peut-être regarder un film, commander à manger comme avant. Elle répondait, pas ce soir, je suis crevée, ou on verra plus tard. Sa chaleur d'avant avait disparu. Elle riait à tout, même à mes pires blagues. Maintenant, ma présence semblait l'agacer. Et cette odeur. Je ne sais pas comment l'expliquer sans passer pour un parano. Mais parfois, quand elle rentrait, il y avait une senteur sur elle, quelque chose qui n'appartenait pas à notre maison. Pas son parfum habituel. Quelque chose d'inconnu. Une fois, j'ai mentionné ça, en douceur. Elle a explosé. Alors maintenant, tu me renifles comme un chien. T'es sérieux? Je suis resté là, ma tasse de café à la main, sans savoir ce que j'avais dit de mal. T'as changé, a-t-elle lâché. Avant, t'étais fun. Ça m'a fait mal. Vraiment. Je ne savais pas quoi répondre. Peut-être que j'avais changé. Peut-être que travailler de la maison m'avait rendu trop collant. Peut-être que j'imaginais des choses. Mais au fond, ça ne semblait pas imaginaire. C'était réel. L'ambiance, la distance, la froideur subtile, c'était réel. Elle m'échappait. Et peu importe ce que je faisais, préparer le dîner, lui offrir des fleurs, proposer un week-end à 2, rien ne la ramenait. Et le pire? Je voulais encore croire que tout allait bien. Je me disais que les gens traversent des phases. Qu'elle était peut-être juste stressée. Que je n'avais aucune preuve, aucun droit de douter d'elle. Mais l'instinct, ça ne ment pas. Et le mien hurlait. Même si mon cœur n'était pas encore prêt à l'entendre. J'ai d'abord remarqué les douches. Chaque fois qu'elle rentrait d'une de ces mystérieuses soirées entre filles, ou courses rapides, elle filait direct à la salle de bain. Pas de bonjour. Pas de « comment était ta journée ?» Droit sous l'eau chaude. Au début, je ne me suis pas posé de questions. Peut-être qu'elle aimait juste se doucher avant de se coucher, pour se détendre. Mais c'est devenu un rituel. Comme une horloge. Manteau enlevé, chaussures jetées dans un coin, et direct sous la douche avant même qu'on échange un mot. Le plus bizarre? Elle ne faisait pas ça avant. Maintenant, c'était rentrer, se doucher, sortir, enfiler un pyjama, dire qu'elle était fatiguée, et disparaître sous les draps. Je me disais que ce n'était pas grave. Les routines changent. Mais quand ces petits changements s'accumulent au moins de contacts visuels, réponse plus courte, un téléphone soudainement toujours face cachée, ça commence à ressembler à quelque chose de plus gros. Un soir, après qu'elle est sortie de la salle de bain enroulée dans une serviette, j'ai juste demandé, l'air de rien, c'était bien, le dîner? Elle a à peine levé les yeux de son téléphone.
Ouais. Encore avec Camille. Elle a marqué une pause. Ouais. J'ai laissé le silence s'installer. Elle n'a rien ajouté. Pas d'anecdote, pas de moment drôle, pas de ragot au juste, ouais. Avant, Sophie rentrait d'une sortie et me racontait tout en détail. Maintenant, je devais lui arracher 2 mots. Et cette odeur où elle ne sentait même plus comme avant. Si je posais une question, elle balayait ça d'un revers de main. T'es parano, Thomas. Je suis juste fatigué. Pourquoi tu penses toujours qu'il y a un problème? À la fin, j'ai arrêté de demander. Mais j'ai commencé à observer. La goutte d'eau, ce n'était même pas grand-chose. Un mardi. Elle a dit qu'elle allait prendre un café avec un collègue de Camille, un mec qui connaît quelqu'un dans la mode, a-t-elle dit. Juste du réseautage. Elle est revenue 3 heures plus tard. Même histoire, c'était bien, rien d'extraordinaire. Direct sous la douche. Cette nuit-là, je suis resté au lit, à fixer le plafond. Mon cœur ne battait pas la chamade. Je n'étais pas en colère. Juste, fatigué de faire semblant qu'il ne se passait rien. Le lendemain matin, j'ai passé quelques coups de fil. J'ai trouvé un détective privé, René. Recommandé par un ancien client qui l'avait engagé pour une bataille de garde. La cinquantaine, ancien flic, sérieux comme tout. J'ai besoin de savoir si je suis fou, lui ai-je dit, les mains autour d'une tasse de café tiède. Ou si ma femme me trompe. René n'a pas bronché. Vous n'êtes probablement pas fou. La plupart des gens attendent trop longtemps. Je serai discret. C'est quoi son emploi du temps? Je lui ai tout donné aux photos, lieux habituels, noms d'amis. Il a pris des notes, hoché la tête, parlé peu. Il a dit qu'il me contacterait dès qu'il aurait quelque chose. Cette semaine-là, je n'arrivais pas à me concentrer sur le boulot. Chaque fois que Sophie sortait, je me demandais où elle allait vraiment. J'essayais de rester normal. Je préparais toujours le dîner. Je lui demandais comment s'était passée sa journée. Mais les conversations devenaient de plus en plus courtes. Ses yeux ne croisaient plus beaucoup les miens. Au bout de 5 jours, René a appelé. Il disait qu'il construisait une chronologie, que ça prendrait du temps pour être minutieux. Je lui ai dit que je ne voulais pas de suppositions, je voulais des faits. Concrets. Photos, date, lieu. Il m'a répondu que c'était exactement ce qu'il faisait. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai vécu avec une tension invisible. Comme si mon mariage tenait sur un fil, et que j'avais des ciseaux dans ma poche. J'ai commencé à remarquer plus de choses. Son téléphone toujours en mode silencieux. La façon dont elle l'inclinait quand elle envoyait des messages. Son nouvel intérêt soudain pour le maquillage et les balades, juste après le dîner. Et malgré l'absence de travail, elle avait toujours de nouveaux vêtements. De nouvelles boucles d'oreilles. Un nouveau sac d'une marque dont je n'avais jamais entendu parler. Une fois, elle est rentrée de course, sans aucun sac de course, les joues rouges comme si elle avait couru. Elle a dit qu'elle avait croisé une amie et perdu la notion du temps. J'ai hoché la tête. Je ne discutais plus. J'avais dépassé ce stade. J'attendais, c'est tout. René m'a envoyé un message ce vendredi-là. Il a dit, faut qu'on se voie. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas dans ma tête. C'était réel. Tout. Mon instinct ne m'avait pas menti. Et maintenant, j'allais enfin découvrir à quel point le gouffre était profond. On s'est retrouvés dans un bistrot près de l'autoroute. Même endroit qu'avant. Même table. Il a glissé une chemise cartonnée sur la table comme dans un film, puis s'est adossé, bras croisés, pendant que je la fixais un long moment. Elle semblait lourde avant même que je la prenne. Quand je l'ai ouverte, mon estomac s'est noué avant que mon cerveau ne réagisse. Elle était là. Sophie. Souriante. Riant. Assise face à quelqu'un dans un café que je connaissais mieux que la plupart des gens. Lucas. J'ai cligné des yeux, pensant que je me trompais peut-être. Peut-être un autre gars qui lui ressemblait. Mais non. Cette mâchoire, ce t-shirt ridicule qu'il portait comme si on était encore à la fac, cette casquette. C'était Lucas. Mon meilleur ami depuis la 2e année d'université. On jouait au basket ensemble chaque semaine. On avait voyagé ensemble. Bon sang, il était à mon mariage. Il avait fait un discours. Il m'avait serré dans ses bras comme un frère.
Et là, il y avait Sophie, assise face à lui, touillant son café comme si c'était un jour comme les autres. Dans une autre photo, elle se penchait vers lui, touchant sa main. Puis une où elle l'embrassait sur la joue, les lèvres s'attardant juste une seconde de trop. Les horodatage étaient tous en milieu de journée. Généralement entre midi et 15 heures. Elle me disait qu'elle faisait des courses. Qu'elle se faisait faire les ongles. Qu'elle achetait des trucs pour la maison. En réalité, elle prenait tout autre chose. René m'a laissé regarder les photos sans rien dire. Il en avait d'autres où une semaine entière de visite à l'appartement de Lucas. Même routine. Se garer, monter, rester des heures. Pas de sac de course en partant. Pas de signe d'achat. Juste elle, avec lui. Je suis resté là, à feuilleter photo après photo, sentant mon monde s'effondrer au ralenti. Mes mains étaient froides. Ma bouche sèche. J'avais l'impression de voir la vie de quelqu'un d'autre se faire déchirer. Mais ce n'était pas seulement Lucas. René s'est raclé la gorge et a sorti un autre jeu de photos d'une deuxième chemise. Il y a plus, a-t-il dit. Cette fois, c'était Julien. Julien, que je considérais comme un second frère. Le mec qui m'avait aidé à emménager dans mon premier appart, qui était à côté de moi à l'hôtel le jour de mon mariage, un sourire en coin et un verre de whisky à la main. Julien, qui plaisantait toujours sur le fait de ne jamais se caser, mais promettait d'être là pour moi à vie. Les voilà au Sophie et Julien marchant dans un parc ensemble, main dans la main, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Ma gorge s'est serrée. Ma vision s'est troublée. Puis la photo qui m'a brisé, elle et Julien, entrant dans le hall d'un hôtel. René les avait suivis jusqu'à un hôtel de charme en centre-ville. Elle était apprêtée au talon, manteau noir, cheveux bouclés. Julien avait la main dans le bas de son dos, comme s'il s'appartenait. J'ai fixé cette photo plus longtemps que les autres. Ce moment figé d'eux entrant dans un endroit où on ne passe pas juste comme ça. Ce n'était pas un café. Ce n'était pas des courses. C'était intentionnel. C'était une trahison bien emballée. René m'a laissé de l'espace. Sans poser de questions. Il a juste dit, j'ai des horodatage, des vidéos, des rapports complets. Je peux continuer à la suivre si vous voulez. J'ai hoché la tête, mais au fond, je savais que je n'avais pas besoin de plus. J'en avais assez. Trop, même. J'ai ramené les chemises à la maison et je suis resté dans ma voiture, dans l'allée, pendant 1 heure avant d'entrer. Sophie n'était pas là. Sans doute encore sortie. Peut-être avec Lucas. Peut-être avec Julien. Peut-être avec quelqu'un d'autre. Peu importait à ce stade. J'ai décidé de ne pas retarder le divorce et je suis allé voir un avocat pour préparer les papiers. Puis je suis rentré. Quand elle est revenue, il était tard. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas parlé des chemises. Je ne l'ai pas regardée. Elle est passée devant moi et a dit qu'elle était fatiguée. J'ai juste hoché la tête. Je n'avais plus la force de faire semblant de parler. Cette nuit-là, je me suis assis sur le bord du lit, dos tourné, fixant l'écran de mon ordinateur pendant qu'elle s'endormait derrière moi. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais. Que j'allais craquer, peut-être crier, peut-être frapper un mur. Mais rien n'est venu. Juste un silence vide dans ma poitrine. Comme si quelque chose avait été arraché et remplacé par rien du tout. Elle n'était pas à moi. Pas vraiment. Peut-être qu'elle ne l'avait jamais été. La décision d'agir n'est pas venue dans un élan de colère. Ce n'était pas un moment dramatique, comme un éclair. Elle est venue dans le calme. Après que le choc s'est transformé en une certitude froide et stable. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé de table. Je n'en ai même pas parlé. J'ai attendu. Comme un homme tirant un filet lourd dans des eaux sombres, j'ai attendu le bon moment pour tout remonter et l'étaler sur le pont. Ce moment est arrivé un mardi. 4 jours après ma décision et une visite chez l'avocat. Elle a dit qu'elle sortait faire des courses. Rien de nouveau. Elle avait son manteau, son sac en bandoulière, les clés en main. Elle m'a fait un demi-sourire en partant, comme si elle avait mieux à faire. J'ai hoché la tête, lui ai dit que je bosserais tout l'après-midi. Dès qu'elle est partie, je me suis mis au travail. J'avais tout planifié à la minute près. D'abord, j'ai changé les serrures. Porte d'entrée, porte arrière, même le code du garage.
J'avais acheté le matériel le week-end et l'avais caché dans l'abri de jardin. J'ai agi vite. Les mains fermes. Ensuite, j'ai imprimé les documents. 2 dossiers épais, un marqué « Photo », l'autre « Divorce ». Les papiers du divorce étaient prêts, il ne restait qu'à signer. J'ai vérifié que tout était en ordre. Elle et Lucas au café. Elle entrant chez Lucas. Elle avec Julien, main dans la main. L'hôtel. Les horodatage. Les reçus. J'ai posé le tout sur la table de la cuisine et j'ai attendu en silence. Elle est revenue vers 16 h, jonglant avec 2 sacs de course, cherchant ses clés. J'ai entendu le bruit du métal contre la nouvelle serrure. Puis une pause. Puis encore. Puis un coup à la porte. J'ai ouvert, juste assez pour qu'elle voie mon visage. « Pourquoi t'as verrouillé la porte ?» a-t-elle demandé, fronçant les sourcils. « Entre » ai-je dit, en m'écartant. Elle est entrée, a jeté un œil autour d'elle comme si quelque chose clochait, mais n'a rien dit. Elle a porté les sacs dans la cuisine et a commencé à les déballer comme si on allait avoir une soirée normale. Je suis resté dans le couloir, bras croisés. « Sophie » ai-je dit. « Viens t'asseoir. » Elle s'est tournée lentement, sentant probablement le ton. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle s'est assise en face de moi à la table. J'ai glissé les 2 dossiers devant elle. L'un sur l'autre. Puis j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai lancé la vidéo. L'écran s'est allumé sur une image figée d'elle et Julien dans le couloir de l'hôtel. Puis la vidéo a démarré. Ils riaient. Ils se penchaient. Ils s'embrassaient. Ses bras autour de son cou. La porte de la chambre derrière eux commençant à s'ouvrir. Elle n'a pas bougé. Ses mains sont restées à plat sur la table. Puis elle a cligné des yeux. C'était « rien », a-t-elle dit, la voix à peine audible. Je l'ai juste croisée. On discutait. « Alors pourquoi vous êtes entrés dans une chambre ensemble ?» ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. J'ai lancé la vidéo suivante. Elle devant chez Lucas. Une tenue différente de la dernière fois. Elle attendant à la porte, puis entrant. Je suis juste passé, a-t-elle dit, les yeux sur l'écran. On rattrapait le temps perdu. J'ai cliqué encore. Un autre jour. Une autre visite. Des vêtements différents. Même histoire. Et les 4 autres fois où tu rattrapais le temps perdu ? Ai-je demandé. Elle est restée silencieuse, puis s'est emportée quand elle a réalisé qu'il n'y avait plus de retour en arrière. T'étais trop ennuyeux au lit, a-t-elle dit. Tu me donnais trop peu de temps, tu me manquais. T'aurais dû le voir, l'anticiper, mais toi, c'est ta faute ce qui est arrivé. Le silence s'est étiré entre nous. Juste le bourdonnement du frigo en fond et le tic-tac de l'horloge au-dessus de la cuisinière. Je n'avais rien à lui répondre là-dessus. Je l'ai regardé et j'ai dit, « Calme, t'as 1 heure pour faire tes valises. Ce que tu ne prends pas, je le jette. » Sa tête a légèrement tressailli, comme si elle ne s'attendait pas à ça. Peut-être qu'elle pensait que j'allais crier. Peut-être qu'elle pensait que j'allais pleurer ou la supplier d'expliquer. Peut-être qu'elle pensait que je lui pardonnerais. Les cartes bancaires, ai-je continué. Elles sont à mon nom. Je les garde. Elle m'a enfin regardé, les yeux écarquillés, essayant de voir si je bluffais. Je ne joue pas, ai-je dit. Signe les papiers. Elle a jeté un œil au dossier de divorce, puis à moi. Sa lèvre a tremblé, légèrement. Mais elle n'a pas discuté. Elle n'a pas crié, ni pleuré, ni fait une grande scène d'excuses. Elle a juste hoché la tête. Je l'ai laissée là, à la table, et je suis sorti de la cuisine. Pendant l'heure suivante, j'ai entendu des tiroirs s'ouvrir, des portes de placard grincer, des sacs se fermer. Elle n'a plus dit un mot. Moi non plus. À un moment, je l'ai entendue dans la chambre, marmonnant dans sa barbe. Je ne suis pas entré. Quand elle a fini, elle s'est présentée à la porte d'entrée, avec une valise et son manteau. Elle m'a regardé une dernière fois. Sa bouche s'est ouverte, comme si elle allait dire quelque chose, peut-être des excuses, peut-être une justification, mais elle s'est refermée. J'ai ouvert la porte. Elle est sortie. Et j'ai fermé derrière elle. Ce soir-là, la maison était trop silencieuse. Je me suis assis sur le bord du canapé, coude sur les genoux, fixant la porte d'entrée comme si elle allait se rouvrir. Mais non.
L'air portait encore l'odeur de son parfum. Mon cœur ne battait plus à tout rompre. La tempête était passée. Ce qui venait ensuite n'était pas de la rage, c'était plus froid. Plus calme. C'était la partie de moi qui savait que le travail n'était pas fini. J'ai pris mon téléphone. Mes doigts n'ont pas hésité, n'ont pas tremblé. J'ai commencé à envoyer des messages à mes amis, désormais ex-amis. À Lucas, perds mon numéro. T'es mort pour moi. Pièce jointe, 4 photos, lui et Sophie au café, lui avec elle devant son appart, un cliché horodaté d'elle entrant. À Julien, même message. Même photo. Trahison différente, même dégoût. J'ai appuyé sur envoyer et je me suis adossé, laissant le poids de ces mots s'installer. Julien est arrivé le premier. Moins d'1 heure après, j'ai entendu des pneus dans l'allée et un léger toc-toc à la porte, 3 coups rapides, comme il le faisait toujours. Je ne voulais pas ouvrir. Mais quelque chose me disait que je devais le regarder dans les yeux, juste une fois. J'ai ouvert la porte. Il était là. En jean et sweat, cheveux en bataille, comme s'il venait de sortir du lit où s'était précipité dès qu'il avait reçu le message. Son visage avait cet air de chien coupable, yeux écarquillés, bouche entr'ouverte, comme s'il était déjà en train de s'excuser avant que je dise un mot. Thomas, a-t-il commencé. Mec, écoute, ce n'était pas, il a soupiré. Écoute. Si une femme n'en veut pas, un mec ne s'impose pas. C'est la vérité. J'ai cligné des yeux, impassible. C'est ça, ton excuse? Il a détourné le regard une seconde. S'est balancé d'un pied sur l'autre. Je dis juste, je ne l'ai pas poursuivi. C'est elle qui est venue. Elle frappait à ma porte, m'envoyait des messages la nuit. Disait que vous deux, vous vous éloignez. Que tu t'en fichais. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé parler. Il a continué, la voix plus basse. J'ai merdé, mec. Mais c'était pas juste moi. Tu sais comment elle est. Tu sais comment elle fait quand elle veut quelque chose. C'est là que j'en ai eu assez. Je n'ai pas haussé le ton. Je ne l'ai pas insulté. J'ai juste dit, dégage de mon perron. Thomas, j'ai dit, va-t'en. Il a hésité, comme s'il voulait en dire plus, peut-être se défendre, peut-être sortir une excuse bidon qu'il gardait en réserve. Mais il a dû voir sur mon visage que rien de ce qu'il dirait ne réparerait les choses. Il s'est retourné et est reparti vers sa voiture. Il n'a pas claqué la portière, n'a pas démarré en trombe, où il est juste parti lentement, les feux arrière disparaissant dans la rue. Je suis resté dans l'embrasure un long moment, laissant l'air frais de la nuit piquer ma peau. Puis j'ai regardé mon téléphone. Lucas avait répondu. Un message. Pas de note vocale. Pas d'explication. Désolé, mec. J'ai merdé. Tu méritais mieux. C'était tout. Simple. Honnête, peut-être. Mais ça ne changeait rien. Putain, ouais, je méritais mieux. C'était des mecs que je connaissais depuis des années. Des mecs avec qui j'avais ri, sur qui je m'étais appuyé, avec qui j'avais trinqué quand j'avais décroché mon premier gros contrat. Ils étaient à mon enterrement de vie de garçon, à côté de moi à l'hôtel. Je leur faisais confiance. Pas juste pour des blagues ou des histoires, mais avec elles. Avec la vie que je construisais. Et ils ont tout détruit comme si c'était juste une aventure de week-end. C'est une chose d'être trahi par un inconnu. Mais par ses propres amis? Ça fait mal autrement. Ça arrache les fondations sous vos pieds. Comme je l'ai appris plus tard, ils savaient tous les deux que j'existais dans sa vie, mais ignoraient l'un pour l'autre. Je me suis rassis, faisant défiler de vieilles photos sur mon téléphone. Nous à des barbecues. Des nuits sur ma terrasse, bière à la main, riant à des blagues débiles. Je nous ai vus poser devant l'arche de mon mariage, tous avec des sourires faux et des lunettes de soleil. On aurait dit une autre vie. Une que je vivais avant. Une qui n'existait plus. Et d'un coup, j'ai tout supprimé. Leurs contacts. Les photos. Je ne voulais pas de rappel. Je ne voulais pas de piège à souvenirs prêts à me poignarder quand je ne m'y attendais pas. Ils étaient partis. Sophie était partie. J'avais vidé la maison. Maintenant, je nettoyais la pourriture qui allait avec. L'audience au tribunal a eu lieu 6 semaines après que je lui ai dit de partir. Tout était à mon nom en voiture, appart, compte bancaire.
Il n'y a pas eu de longue dispute sur qui prend quoi. Pas d'enfants. Pas de maison construite ensemble. Pas d'entreprise ou de compte d'épargne commun. On n'était même pas allé assez loin pour parler d'avenir concret. C'était comme couper une table en deux honnête, silencieux, inévitable. Elle n'a rien contesté. Pas une fois. Je pense qu'au fond, elle savait qu'elle n'avait aucun argument. Peut-être espérait-elle une clémence, ou peut-être était-elle juste fatiguée. Quoi qu'il en soit, son avocat a à peine parlé. On était assis là, dans la salle d'audience, l'un en face de l'autre, comme des étrangers qui portaient par hasard le même nom de famille ou pour l'instant. Je me souviens l'avoir observée depuis mon siège. Elle semblait différente de la fille que j'avais épousée, sans que je puisse dire exactement comment. Elle ne m'a pas regardé pendant l'audience. Pas une seule fois. C'était rapide. Quelques signatures, quelques questions, un hochement de tête du juge. Je ne m'attendais pas à ressentir quoi que ce soit, je pensais avoir dépassé tout ça, mais il y avait une étrange douleur quand j'ai entendu le juge prononcer nos noms une dernière fois. Comme un livre que je n'avais pas fini de lire qui se refermait tout seul. On est sorti du tribunal en silence. Le soleil était trop fort. Tout semblait plus bruyant qu'il n'aurait dû. La circulation, les gens qui parlaient, les pas résonnant contre les murs. Dehors, j'ai entendu une voix derrière moi. « Thomas » a-t-elle dit. Doucement, presque incertaine. Je me suis retourné. Elle était là, les mains jointes devant elle. Pas d'avocat. Pas de dossier. Juste elle, seule, l'air de quelqu'un qui ne savait pas trop où aller ensuite. « Je suis désolé » a-t-elle dit. Je sais que ça ne veut plus rien dire maintenant, mais, je suis désolé. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. J'ai attendu. Si jamais. Elle a hésité, puis a forcé les mots à sortir. Si jamais tu penses que tu pourrais me pardonner, je serai là. Je t'aime encore. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. L'espace d'une seconde, elle ne ressemblait pas à la femme qui entrait dans des hôtels avec mes amis. Elle ressemblait à la fille que j'avais rencontrée sous des néons, pieds nus sur la plage, dansant avec un sourire qui illuminait toute la nuit. Mais cette fille n'était pas réelle. Peut-être qu'elle ne l'avait jamais été. Je lui ai fait un petit sourire. « Ne m'attends pas » ai-je dit. Puis je me suis retourné et je suis parti. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, mais je n'ai pas arrêté. Je ne me suis pas retourné. Le poids finirait par s'alléger, je me disais. Peut-être pas ce jour-là, peut-être pas le lendemain. Mais un jour. Je suis monté dans ma voiture, j'ai pris une grande inspiration et j'ai démarré. Pas de musique sur le trajet du retour. Juste le bruit du vent par la fenêtre entrouverte et la prise de conscience silencieuse que j'en étais sorti avec quelque chose que personne ne pouvait me prendre au non-respect de moi. 2 ans, ça passe plus vite qu'on ne le pense. Quand les gens parlent de guérison, on dirait un grand voyage dramatique. Des larmes, de la thérapie, un moment décisif où on se sent soudain tout neuf. Mais pour moi, c'était plus lent. Plus calme. Juste le temps qui passe, un matin à la fois. J'ai continué à travailler. Toujours dans le design. Toujours en freelance. Mais maintenant, je choisis mes clients. Je ne prends plus de projets pourris juste pour un chèque. Les gens paient. J'ai reconstruit lentement de meilleurs projets, de meilleures routines, une meilleure vie. Certains jours, je ne pense même plus au passé. D'autres jours, j'entends encore sa voix dans ma tête. Mais ça s'efface plus vite maintenant. J'ai aussi de nouveaux amis. C'était dur au début, je l'admets. La confiance ne revenait pas facilement après ce qui s'était passé. Mais les gens vous surprennent. Ils se pointent quand vous vous y attendez le moins. J'ai un petit cercle maintenant. Et puis, il y a eu le week-end dernier. C'était l'anniversaire de Mathieu, un vieux pote de l'université que je n'avais pas vu depuis un moment. Il m'a contacté et m'a dit qu'on se retrouvait dans un club du centre-ville. J'y suis arrivé vers 21h. Les gens dansaient déjà, verre à la main, criant pour se parler par-dessus la musique. J'ai salué quelques visages familiers, pris une bière, et je me suis adossé au mur du fond, là où je pouvais observer la salle sans être trop dedans. Vieilles habitudes. C'est là que je l'ai vue. Sophie. Elle était de l'autre côté de la salle, près du bar, seule. Même longs cheveux, même posture, une main sur la hanche, l'autre tenant un verre de quelque chose de rose avec une paille. Elle balayait la salle du regard,
comme si elle attendait quelqu'un. Ou peut-être juste qu'on la remarque. Nos yeux se sont croisés une seconde. Je n'ai pas détourné le regard. Elle non plus. Elle s'est approchée. Thomas, a-t-elle dit, s'arrêtant à quelques pas, waouh. T'as changé. J'ai hoché la tête. Ouais, ai-je dit. En mieux. Elle m'a regardé de haut en bas, comme pour comprendre ce qui avait changé. En vérité, ce n'était pas la coupe de cheveux ou la nouvelle veste. C'était le poids que j'avais laissé tomber au celui qui pesait sur mes épaules trop longtemps. Il y a eu un silence gênant, puis elle a posé la question. Est-ce que, tu m'as un peu pardonné? Même un tout petit peu. Sa voix était douce. Presque incertaine. Mêmes yeux bleus, même visage que j'avais aimé. Mais maintenant, ça ressemblait à un costume de quelqu'un que je connaissais. Un masque qui ne collait plus tout à fait. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je voulais qu'elle voie à quel point j'avais avancé. Non, ai-je dit. Et je ne le ferai jamais. Elle a cligné des yeux, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Peut-être qu'elle pensait que je dirais quelque chose de plus gentil. Peut-être qu'elle pensait que le temps aurait adouci les choses. J'ai perdu 2 amis à cause de toi, ai-je continué. Et toi, t'as perdu un homme qui t'aimait vraiment. Elle n'a pas répondu. Elle est restée là, tenant toujours son verre comme si c'était quelque chose à faire avec ses mains. Je n'ai pas attendu qu'elle trouve une réponse. Je me suis retourné, je suis reparti dans la foule. Dans la musique. Dans les lumières. Je ne me suis pas retourné. Et on ne s'est plus parlé depuis. Partagez votre opinion dans les commentaires, seriez-vous capable de pardonner à un ami proche si votre femme vous trompait avec lui? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».